hier. Alors Jean-Christophe Wegner, c'est un jeune de 21 ans dont c'est la première participation au rallye Paris-Dakar. Et vous voyez que ça illustre ce que nous disions tout à l'heure. Le porteur d'eau attend toujours son pilote de pointe. Et lui aussi a pris une pénalisation. Et je pense que, bon, il n'aurait pas attendu la mise en course parce qu'il avait quand même Gilles Lallet à assister. Mais il a attendu le dernier moment pour venir lui aussi se présenter sur le podium. Il a attendu que Rayet soit là pour partir. Il est fidèle. Il fait son boulot. Voilà, heureusement c'était pas trop grave pour Gaston Rayet, mais qui nous en fait des bien belles. Après ces problèmes de carburation au pharaon, je pense que là il va partir groupé à bloc. 211, on revient donc à la liste normale des départs avec le japonais Seto Saito. Oui, c'est un pilote japonais, vous voyez, qui emporte tout son matériel derrière lui, y compris d'ailleurs son garde-boue avant. Alors que là nous apercevons voilà, des concurrents, je crois c'était Gaston Rayet à l'instant qui quittait le podium de départ. On revient au français Ramonatsu sur Suzuki. Oui, du TIC des Fenech, c'est original. Pilote privé également, bien qu'ils soient tous associés dans un team. Vous voyez qu'il a derrière lui un sac à dos avec quelques pièces. Un pilote souriant en tout cas. Philippe Bourret me raconte que les gens qui sont chargés des contrôles et de la sécurité ici n'en reviennent pas. Ils ont vu tout d'un coup surgir un boulet, une bombe, entre guillemets bien sûr, qui a pulvérisé toutes les barrières. C'était Gaston Rayet. Ceux qui n'ont pas bien compris non plus, Gilles, ce sont les spectateurs qui regardent à la sortie du bar fermé. Ces spectateurs sont placés dans un endroit où il y a peu de lumière. Alors ils ne reconnaissent pas forcément tous les concurrents. Ils n'ont pas vu bien sûr que Rayet n'était pas passé. Et d'un seul coup, vers une barrière, ils ont repoussé vers la barrière. Tous les gens, par Wagner et Rayet, sont précipités avec leur moto. Ils ont slalomé, ils ont un grand coup de patin dans un virage. Les gens visiblement n'en revenaient pas. Maintenant on vient de leur dire avec le caméraman de la 5 que c'était Rayet, alors ils comprennent mieux et ils vont rester pour les autos, ils ont moins la trouille. Mais Rayet sait faire le spectacle, là il l'a pas fait exprès mais il le fait toujours avec panache. Bien, on retourne à la course 117 qui est notre ami Molin. Oui, Molins, alors que vous avez aperçu un concurrent arrêté quelques mètres après le podium qui discutait avec quelques amis. Maintenant nous sommes dans les dernières motos. Vous savez que ces motos s'échelonnent jusqu'au numéro 136 et là je crois que nous apercevons le 118. Voilà Julien Hernandez à qui Jean-Louis Drone vient de donner le départ. Donc Jean-Louis qui est très proche de ces motards, nous vous le disions tout à l'heure, et qui sera tout à fait capable de leur donner toutes les directives en fonction du roadbook si jamais ils ont besoin de quelques précisions lors du briefing du matin. Voilà. Bien, eh bien, je vous propose maintenant de retourner à l'actualité pour un flash d'information. On se retrouve tout de suite après pour continuer ce direct du départ du 12e rallye Paris-Tripoli-Dakar. À vous les studios. La suite et la fin des départs des motos de ce 12e rallye Paris-Tripoli-Dakar. Tous les grands champions sont partis. Il reste une dizaine de motos maintenant au départ. On vient de vivre un gag car le numéro 1 qui était parti il y a une heure est revenu. Oui, décidément, ce départ est plein de surprises. Après Rayet qui nous a donné des émotions, qui s'était perdu, celui-là, il avait oublié sa fiche. Voilà, notre ami Beaufarul, comme il a dit, espagnol, mais c'est pas l'habitude. Donc il est parti, puis il s'est rendu compte que finalement il fallait un carton probablement au moment du contrôle de Trocadéro. Et donc il est revenu ici chercher son carton et il est reparti. Et quand on lui a demandé, mais vous êtes passé par où? Il a dit, mais je ne sais pas. Oui, je crois qu'il a réussi à retrouver. De toute façon, la grande arche éclairée comme elle est là, je crois qu'on la repère de loin. Il n'y a qu'à piloter en regardant en l'air. Oui, la seule femme maintenant du rallye, Gilles, Patricia Scheck. Alors, l'allemand de Patricia Scheck. Vous parlez français? Oui, un peu. Ça vous permettra de vous débrouiller sur la... Alors, évidemment, on va dire encore que je suis une réaction de macho, mais une femme quand même sur le Dakar à moto, c'est pas courant? Non, ce n'est pas courant, mais je n'ai pas compris tout ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce que vous ambitionnez sur ce Dakar? Je vais arriver à Dakar une fois. On aura l'occasion de se retrouver, de faire avec vous d'autres conversations peut-être plus confortables que sur ce podium, je l'espère le plus souvent possible, ça veut dire que vous irez au bout. Je n'ai pas compris. Bon, elle a son casque, elle ne parle pas très bien le français, alors on va la laisser s'en aller, se concentrer, et la foule en tout cas l'applaudit. C'est la seule femme motard, et vous l'entendez, la foule réagit immédiatement. On pourrait demander à Gilbert Sabine de lui faire une bise. Allez, la bise. Ah oui, allez, la bise. Voilà. Sur le casque pudiquement, et on lui souhaite bonne route. Oui, Patricia Scheck, donc la fille de ce grand enduriste
comme on le dit toujours, par la taille, mais surtout par le talent. Et Herbercheck, c'est un pilote allemand qui a mis au point les BMW comme celle que vous voyez maintenant. À l'époque où BMW est venu non seulement en enduro, puisqu'ils ont été champions d'Europe d'enduro à plusieurs reprises, mais après au Paris-Dakar. C'est lui qui avait commencé à travailler sur ces machines en tout terrain. Et je me souviens qu'il avait eu un accident terrible en 1981, peu avant Tamanrasset, et il avait été presque laissé pour mort. Alors, si j'ai bien compris, on a vu le père et le fils tout à l'heure, maintenant on voit le père et la fille. Ben voilà. Et l'affaire de famille, ce Dakar cette année. Ben finalement oui, de toute façon il y a des dynasties qui peuvent se créer. Là le numéro 130, Un Belge. c'est un Belge, c'est De Boussir sur une Honda XR 600, toute blanche, vous le voyez, elle va certainement pas rester aussi belle très longtemps. Non, enfin la traversée en France, ça ira. Oui, ça va aller. Il va nous rester juste derrière un quad. Alors vous voyez cet engin très particulier. Oui, ça c'est bizarre. Voilà, c'est exactement l'intermédiaire entre une moto, un kart, un buggy, on ne sait plus Ça exactement. peut servir de tondeuse à gazon également. Également, on peut régler la hauteur de coupe. Et vous pensez qu'il ira à Dakar? Ben écoutez, malheureusement, aucun n'est encore arrivé à Dakar. Ce sont des engins extrêmement performants. Malheureusement, leurs pilotes, qui ont été d'ailleurs des pilotes français à une époque, comme Jacques Ivoirin, est tellement fougueux, tellement rapide et tellement content de se retrouver avec les bons motards qui finissaient par chuter, et parfois assez gravement. Donc on va lui souhaiter bonne chance à celui-là. Et voilà également un sac, comme ça on a la panoplie complète. Vous le savez, le singe, ici c'est une femme, elle s'appelle Karine Fries. Encore une femme. Alors c'est l'équipage. L'équipage. Ce sont des Allemands avec Manfred Balle et Karine Fries. Alors, beaucoup de mérite évidemment pour les sidecars. Là aussi, ils sont très très rarement arrivés à Dakar. Un sidecar est arrivé une année classé à Dakar. Autrement, certains sont arrivés mais hors temps. Et alors, si je comprends bien, là c'est une femme, enfin le copilote, celui qui est dans le sidecar, va faire tout le parcours, comme ça. Ah oui, elle peut absolument pas s'asseoir, bien sûr, surtout en tout terrain. Elle doit jouer le rôle du singe, justement, c'est-à-dire se déplacer en se tenant à la barre que vous voyez ici, et puis contrebalancer, et surtout charger la roue arrière de manière à ce qu'elle ait un petit peu de motricité, et à ce que la machine puisse avancer. Vous parlez français? I speak English. Vous vous entraînez beaucoup pour faire cela, ça demande beaucoup de souplesse. It's difficile? Ouais. Yeah, sometimes. Ouais. Yeah. Vous roulez souvent? Je ne Ouais. comprends pas. Non, alors bon, on ne se comprend pas très bien avec tout ça, avec le casque et l'ambiance du départ. Mais vous imaginez, voilà, cette femme va faire Paris-Dakar, debout, et ça ne sera pas évident d'aller comme ça jusqu'à Dakar. En tout cas, il faut beaucoup de courage et une grande vista, comme disent les gardiens de but. Bravo et bon courage. Moto pour ce side. Oui, beaucoup d'énergie là aussi pour ces pilotes de sidecar. Ils étaient beaucoup plus nombreux dans le passé. Il y a eu jusqu'à 10 à 12 équipages de sidecar au départ du Paris-Dakar. Et comme malheureusement la réussite a toujours été très limitée, nous vous le disions, et ça demande des efforts absolument colossaux, et bien il ne reste plus que cet équipage allemand. Il y avait auparavant des Belges et des Hollandais également. Alors voilà, nous avons 6 minutes maintenant d'attente avant la première voiture, qui est celle de Vatanen. Eh bien moi je vous propose maintenant, si la régie est prête, de revoir ce qu'on n'avait pas vu, puisque ça s'est produit pendant notre flash d'information, le gag de la moto numéro 1 qui était partie, qui était revenue et que nous avons filmé. Alors c'est comme vous le voulez, je crois qu'il y a d'abord de la pub peut-être et ensuite ce fameux gag. À vous les studios. Ah non, c'est d'abord le gag. Alors c'est le gag, on va vous le commenter sur l'image. C'est donc le numéro 1. Tout le monde se prend photo est revenu, il a photo film d'ailleurs, et là il nous explique. Oui, c'est notre ami donc de Faru. Il expliquait qu'il a, à un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait un carton pour cette course. Finalement, il s'est dit tiens, bah, pourquoi moi j'en ai pas? Donc probablement au moment du contrôle de passage du Trocadéro, on a dû lui dire bah t'as plus qu'une chose à faire, c'est faire demi-tour, retourner à la défense, reprendre ton carton et repartir. Bon, dans son cas, je pense pas que ça pose trop de problèmes. C'est un oubli, mais je pense qu'il faudra pas qu'il y revienne deux fois. Hein. Oui, oui, puis là il a eu du mal à se retrouver parce qu'il ne connaissait pas Paris, donc c'était pas évident. Il est là, et c'était le deuxième point. Là, il est en train d'expliquer justement, qu'il ne connaissait pas Paris. Il ne sait pas très bien comment il est arrivé. Je pense que l'an prochain, il peut faire une équipe avec Gaston Rayeux. À mon avis, à tous les deux, on risque de ne pas en avoir un seul au départ. Et ce qui a été l'autre gag de la matinée, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, figurez-vous qu'après l'abandon de Jacques Lafitte hier, qui a dû abandonner avant le départ, mais lui sur une ennui mécanique, eh bien, Gaston Rayet, lui, nous a donné des inquiétudes sérieuses ce matin, puisqu'il n'était pas au rendez-vous du départ. Il s'était tout simplement perdu en venant ici
au CNIT. Eh oui, il faut reconnaître qu'il y a tellement de monde et puis évidemment le visage de la défense est un peu particulier ce matin avec de nombreux panneaux, des véhicules en stationnement un petit peu partout. Donc c'est pas toujours très facile de s'orienter et ça a été le cas pour Gaston. Jusqu'à maintenant c'est le seul, mais on peut voir peut-être dans les concurrents en auto certains soumis à ce type de problème également. Ici vous apercevez cette superbe arche de la défense avec un jeu d'éclairage et ici donc autour de ce palais du CNIT, eh bien, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Preuve que l'intérêt du Dakar ne se dément pas au fil des années et que pour cette 12e édition, eh bien, je pense que la descente à travers la France sur la Nationale 6 et la Nationale 7 va donner lieu à quelques démonstrations d'enthousiasme comme d'habitude. Voilà, alors dans en gros 5 minutes maintenant, le départ des voitures de ce 12e Paris-Tripoli-Dakar. En attendant, je vous propose une pause. À vous Après ce contrôle du Trocadéro, si un pilote sur son carton ne reçoit pas ce coup de tampon qui prouve qu'il est bien passé à cet endroit-là, eh bien il risque une pénalité de 5 heures forfaitaire. Donc évidemment, c'est trop bête. L'organisation a été très souple sur cette descente puisque après ce contrôle du Trocadéro, eh bien le prochain, c'est celui d'Avignon tout simplement. Il n'y a que 2 contrôles pour Marseille. Oui, c'est un peu curieux d'ailleurs, je dirais, parce que à la limite, je pense peut-être y aura-t-il des contrôles sauvages, ceci dit, mais un pilote, je dirais, mal intentionné et n'ayant pas envie de se fatiguer, peut très bien prendre l'autoroute à la sortie de Paris. Oui, mais ça, c'est pas l'esprit Dakar, ils le font pas. Non, c'est pas l'esprit de Dakar, mais enfin, si certains ont des problèmes, ils peuvent espérer rattraper un petit peu de temps de cette manière-là. Alors là, vous découvrez le parc des voitures. Tandis qu'il se met à pleuvoir ici sur ce parvis de la Défense. Alors vous découvrez le parc des voitures. Les voitures, après le prologue d'hier, ont été lavées, aspergées et installées ici sur ce parc. Les voitures ensuite vont quitter le parc pour venir ici devant notre podium et les unes derrière les autres démarrer pour se rallier Marseille. Oui, alors le départ est prévu apparemment à 7h30 d'après ce qui était prévu pour la première auto. On va se mettre un peu à l'abri si vous le voulez bien, ça sera pas plus mal. Avec grand plaisir. Donc je crois que les organisateurs sont en train de voir si les premiers pilotes sont déjà là et qu'ils peuvent donc faire partir les voitures un tout petit peu plus tôt sans pénaliser personne naturellement puisque le départ des motos s'étant bien effectué. Il n'y a pas de raison d'attendre un peu longtemps. On voit toujours quelques images du contrôle de passage là au Trocadéro, donc avec les commissaires, vous voyez, qui courent d'un pilote à l'autre. Alors qu'on essaie bien sûr de se mettre un petit peu à l'abri maintenant sur tout le matériel et les caméras pour pouvoir poursuivre cette retransmission du départ de ce 12e rallye Paris-Dakar. Vous voyez les cartons bleus là qui courent d'une main à l'autre. Ils sont rangés soigneusement par les pilotes ou bien par les commissaires dans des poches prévues à cet effet. Vous voyez que les pilotes motos sont accompagnés par des fanas du Paris-Dakar qui sont contents de faire un bout de chemin avec eux. En général, la descente en France se passe souvent, et c'est en raison de la date, par un temps détestable. On peut penser que cette année-là il pleut, mais enfin qu'on l'a vu à la météo tout à l'heure que ce sera à peu près normal. Mais il y a eu des années où ça a été dur. Hein. Oui, il y a eu des années épouvantables. Je me souviens notamment de l'année 1982 où il faisait un froid de canard et où ça a été terrible. C'était verglacé, on passait par le Massif central, à l'époque du côté de Brive, Cahors, etc. et un petit peu au-dessus. Et la route était très très piégeuse, il y avait eu pas mal de chutes à moto et pas mal de sorties de route. Là on voit Moulins qui était tout à l'heure près de nous et qui maintenant passe son contrôle en direct du Trocadéro. Oui, il faut faire effectivement très attention à la pluie qui commence à tomber et qui va mouiller maintenant un petit peu la route. Eh bien, Hubert Auriol apparaît, salue le maire de Dakar. Je m'approche également pour lui dire bonjour. Et pour la première fois pour ce Dakar, bonjour. Bonjour Monsieur Auriol, comment ça va? Pas trop mal. Il pleut. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Ça va nous changer du prologue, mais... Oui, parce que hier c'était dans la boue, aujourd'hui sous la pluie. C'est gênant pour le